Vous me pardonnerez d'être très descriptif, mais il était de mon devoir, avant que commence le débat contradictoire, de vous présenter des données impartiales sur l'euro. Alors bien sûr, il a fallu choisir des séries, et le choix qui a été fait, était de vous présenter des données qui impactent directement sur la compétitivité du tissu d'entreprise en France. Alors, quoi que de plus normal, et c'est l'objet du premier slide, de commencer un exposé sur l'euro en vous parlant du Deutsche Mark et du franc. Vous avez ici l'évolution depuis 1960 du franc par rapport au Deutsche Mark. Et ce qui est remarquable, c'est avec quelle régularité. Alors, il y a des moments d'accélération, évidemment, mais si on fait un bilan, tous les 10 ans, le franc s'est déprécié environ de 30% par rapport au Deutsche Mark. De 1960 à 1970, de 1970 à 1980, de 1980 à 1990, et on sent vers la fin des années 80 qu'il se passe quelque chose. Et en effet, à partir de 88, on en a fini avec les dévaluations compétitives. Alors c'est vrai pour la France, mais pas simplement pour la France, c'est vrai également pour l'Italie et l'Espagne, un peu plus tardivement, puisque tout cela se passe en 1995. Finalement, l'euro ne fait que consacrer ce mouvement-là, et c'est le 1er janvier 1999 que sont fixés de manière irrévocable les taux de change. La politique monétaire passe sous la houlette de la BCE, et dès qu'on parle de la BCE, et c'est l'objet du slide numéro 2, évidemment, tout de suite vient à l'esprit l'inflation. Est-ce que l'inflation a été maîtrisée? Alors la série est évidemment rétropolée, et on était déjà dans ce mouvement de bon contrôle des prix. La cible, vous l'avez en verticale, c'est celle des 2%. Le taux de croissance annuel moyen entre 2000 et 2010 de l'inflation dans la zone euro a été de 2,1%. Donc on peut se dire que l'objectif est quand même plutôt atteint, sachant que sur la même période, on a une envolée formidable quand même des prix des matières premières. Et si j'avais pris l'indice sous-jacent, c'est-à-dire l'indice auquel on enlève les produits les plus volatiles, comme l'énergie, on serait à 1,8%. L'inflation c'est bien, la croissance c'est mieux. Et là, la performance, et c'est l'objet du slide numéro 3, la performance de la zone euro par rapport aux États-Unis. Alors je vous présente là un indicateur qui m'arrange. C'est celui de l'évolution du PIB par tête en parité des pouvoirs d'achat. La zone euro fait jeu égal et devance même un tout petit peu les États-Unis. Et suivant les critères que vous allez prendre, soit on est légèrement devant, très rarement, on fait jeu égal ou on est légèrement distancé. Finalement, il n'y a pas de quoi trop rougir quand on regarde quand même le résultat de la zone euro en termes de croissance, dès lors que l'on compare évidemment à la première puissance économique mondiale, les États-Unis. Je vais prendre un autre critère, quatrième graphique, quatrième slide, celui de la balance courante. Qui mesure quoi? Qui mesure le niveau d'endettement du pays. L'endettement d'un pays, c'est l'endettement de l'État, des entreprises, des ménages vis-à-vis de l'extérieur. C'est ce que retrace la balance courante. Rapporté au PIB, on voit que l'on est proche de l'équilibre dans la zone euro. Alors, un léger décrochage en fin de parcours, mais on est quand même proche de l'équilibre. Et une performance sans commune mesure, évidemment, avec les États-Unis. L'objet du cinquième slide est celui de l'évolution de l'euro par rapport à deux grandes monnaies. D'abord le dollar et le yuan, qui s'est imposé. Alors, on l'a un petit peu oublié, là également la série est un peu rétropolée, l'entrée de l'euro est mise en place, l'euro se déprécie. Tout au début de sa carrière, l'euro se dévalorise assez rapidement par rapport au dollar. Alors là, je vais faire une petite digression, j'en ferai pas beaucoup, mais c'est à cette époque-là que s'est passé, enfin, il y a eu des choses fondamentales qui se sont jouées. L'euro diminue, certains pays sont rentrés à un haut niveau dans l'euro, je pense à l'Allemagne, le coût des matières premières était en baisse à cette époque, et là, une espèce de magma, de convergence de facteurs qui font que certains pays à cette époque-là font le choix de rentrer dans une compétition coût. On se bat sur les coûts, on rentre plutôt par le bas. D'autres pays, c'est le cas de l'Allemagne, ont eu d'autres choix, ou on fait le choix plutôt, on le verra, de plutôt se mettre dans la compétition hors coût pour échapper, évidemment, à l'emprise que pouvaient avoir des pertes de compétitivité. On voit que le jeu chinois est un petit peu divergent maintenant. On a eu une longue montée de l'euro par rapport au dollar et par rapport au yuan. L'euro se déprécie un petit peu maintenant par rapport au yuan, et on rentre là dans une nouvelle phase. Alors finalement, quand on dresse le bilan, on se dit finalement la croissance, pas de quoi rougir par rapport aux États-Unis, la balance courante plutôt équilibrée, l'inflation maîtrisée. Quel est le problème de la zone euro? C'est que la zone euro, et c'est l'objet du slide suivant, est une moyenne. C'est une moyenne. Et à la moyenne, il n'y a plus personne. Aussi, vous l'avez sur le 6e slide, il y avait du monde en 2000. L'écart de croissance, et ce qui vous est présenté ici, ce sont les positions extrêmes des pays, alors les pays qui comptent.
L'écart de croissance en 2000 était de 1,8 points. Donc on avait une certaine convergence, et à un certain niveau. Vous vous placez 10 ans plus tard, c'est 8 points. 8 points d'écart entre la Grèce et l'Allemagne. Et là aussi, il y a un autre message peut-être à faire passer. Et on le sent bien dans les cas de ces pays. On a un bouleversement de la hiérarchie. C'était un pays du Sud qui était en tête de peloton en 2000. C'est un pays du Nord qui domine 10 ans plus tard. Bouleversement de la hiérarchie. Et également, un autre message, c'est qu'on sent bien qu'il y a eu un tassement également de la croissance. Et on sent se dessiner, c'est l'objet du slide suivant, une Europe à deux vitesses. Alors sur un premier critère qui est celui des taux de chômage. Alors une Europe du Nord, emmenée par l'Autriche, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Finlande, la Belgique, et une Europe du Sud, emmenée par la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et le Portugal. Alors on sent bien se dessiner une Europe à deux vitesses. Et c'est encore plus évident, si vous prenez le slide suivant, le slide numéro 8, vous avez une Europe à deux vitesses qui se dessine en termes de balance courante, avec des pays qui sont excédentaires et structurellement excédentaires et dont les excédents tendent à s'accumuler, et les pays du Sud qui voient leur déficit s'accroître année après année. Et il y a une parfaite symétrie entre les deux courbes. Et la France dans ce jeu-là. La France, c'est le slide numéro 9. La France change de camp. C'est pas la première fois, mais la France change de camp. Excédentaire, déficitaire. Et on sent bien qu'il y a une rupture qui intervient. Une rupture qui intervient à peu près à la mise en place de l'euro. Et cette rupture, il faut bien s'en convaincre, c'est l'objet du slide numéro 10, cette dégradation de notre performance. Elle se fait par rapport essentiellement aux pays de la zone euro. Euro du Nord, où on a un creusement fantastique quand même de notre déficit, mais même par rapport à l'euro du Sud. On était excédentaire, on devient déficitaire. Le reste du monde également, on a perdu des parts de marché, mais c'est peut-être pas là le plus important, le plus frappant quand on regarde ces données-là, c'est les pertes de parts de marché au sein même de la zone euro. Slide numéro 11, et là ça fait un peu mal. On rentre un petit peu dans du sectoriel et je vous présente deux matchs. Du côté gauche, match France-Allemagne. France-Allemagne sur les IA. Les IA hors boissons. Toujours enlever les boissons, si on va avoir une bonne vision de ce qui se passe dans les IA. Nous étions excédentaires, largement excédentaires par rapport à l'Allemagne, à peu près 600 millions de dollars. Attention, on change d'unité monétaire. 600 millions de dollars. Nous sommes devenus déficitaires de plus d'1 milliard de dollars. Le match dans l'automobile. France, zone euro. Légèrement excédentaire, oui, pas grand-chose. On est devenu, là c'est même plus un trou, c'est un gouffre, totalement déficitaire. Donc sur nos bastions, des places fortes de notre industrie, on a cédé beaucoup de terrain sur nos principales places fortes. Et si on résume un tout petit peu, on perd du terrain géographiquement par rapport à nos voisins et sur nos bastions. Alors, les raisons de ce décrochage, alors je ne vais pas énumérer, il y a certainement beaucoup de raisons. C'est qu'il y a peut-être une erreur fondamentale au début de la mise en place de la zone euro, et là on le voit très bien sur l'évolution des marges. Vous avez ici représenté l'EBE, l'excédent brut d'exploitation rapporté à la valeur ajoutée. L'Allemagne était dans une plus mauvaise position au début des années 2000. Et on voit la formidable augmentation du taux de marge des entreprises allemandes. Mais c'est bien parce qu'on fait des marges, parce qu'on est bénéficiaire, qu'on investit dans la R&D, qu'on investit dans le capital, qu'on investit dans l'humain, dans le travail. C'est à partir de cette base-là qu'on arrive à avoir des entreprises de croissance qui sont capables de rebondir à l'extérieur. La France a une trajectoire totalement opposée, avec un tassement de ses marges. Et je vais terminer sur un ultime slide, un ultime constat. Voilà, ce constat il est relativement évident. C'est le nombre d'entreprises industrielles de croissance. Vous avez ici représenté celles qui ont plus de 50 salariés et moins de 2000 salariés. Notre force de frappe à l'extérieur. Vous pouvez voir, en 2003, nous étions à peu près à, pas loin, si je grossis un petit peu près, de 10 000 entreprises. Début 2010, on passe sous les 8 000. Et le chiffre de 2011, on ne le connaît pas encore. Mais on s'est certainement encore éloigné de cette barre des 8 000. Et c'est sur ce dernier constat que je terminerai.